bienvenue pour le deuxième épisode de l'étape vélo futé spéciale Tour de France. La semaine dernière, on vous a parlé du parcours. Maintenant, on va vous parler des favoris. Alors, vous avez fait une petite liste qui est là, mais d'abord, Titouan, est-ce que tu peux un peu nous débriefer les formes, les états de chacun avant qu'on aille un petit peu dans le détail, qu'on demande l'avis de chacun d'entre nous? Déjà, contrairement à l'année dernière et les années précédentes, certains favoris d'ailleurs les deux grands favoris ont complètement zappé le Tour de Suisse ou le Critérium du Dauphiné. Pogačar donc a décidé lui d'aller en Slovénie avant de se rendre sur le Tour de France, et Primož Roglič lui a carrément décidé de zapper le Tour de Suisse, enfin de faire aucune course en fait depuis Liège-Bastogne-Liège. Donc il va arriver sûrement très frais, surtout qu'il a la capacité à arriver vite en forme, donc je me fais pas trop de doutes pour lui, mais c'est sûrement pour arriver encore plus frais à la fin et pas se faire avoir comme l'année dernière. Très bien. Et alors après, on a quand même de sacrés candidats. On a une armada Ineos, habituellement. On a sélectionné 3, Carapaz, Top Sport. Lequel sera le plus dangereux? Ça, c'est encore une autre question. Ouais, on a mis Quintana 3 étoiles. Pourquoi Quintana aussi haut, à ton avis? Quintana, je sais pas ce qu'en pense Quentin, mais c'est quand même globalement une valeur sûre. C'était vraiment l'un des meilleurs grimpeurs sur la période 2010-2020. L'année dernière, avant sa chute, il était très en forme. Il était très fort aussi. Donc voilà, c'est vraiment sa blessure qu'il a exclu de la course et qu'il a obligé à abandonner. Donc Nairo Quintana, c'est un redoutable grimpeur, c'est un super coureur et c'est logique qu'il ait 3 étoiles, même s'il s'est pas montré à son avantage sur le Dauphiné. Oui, puis c'est vrai que l'année dernière, ça a été biaisé par sa chute, et je pense que ça, on a tendance à l'oublier, puisqu'il fait pas un Tour de France de dingue, mais il était très, très en forme. Et alors après, on a sélectionné plusieurs coureurs qui pourraient créer la surprise qu'on voit pas forcément sur le podium, ou en tout cas jouer la victoire, c'est certain, mais Gaudu, O'Connor, Hamilton, Kelderman qui a d'ailleurs fait un très beau Dauphiné. Donc, est-ce que là-dedans, il y en a un que vous voyez éventuellement faire jouer bien la victoire ou en surprise sur le podium? C'est tous ces coureurs-là, clairement, déjà, on les voit potentiellement jouer vraiment le top 10. Voilà, ils ont tous leur chance. Pouls, on sait que c'est sur le Tour de France, il est toujours là. L'année dernière, il a été très bon. Et puis là, sur le Tour de Suisse, il est de nouveau en forme. Jack Haig a été impressionnant sur le Dauphiné, tout comme son équipe Bahreïn Victorious. Donc lui aussi, on se dit que potentiellement, il peut jouer un rôle. Ça dépendra de son entente avec Wout Poels, évidemment. Il y a Ben O'Connor. Clairement, Ben O'Connor montre vraiment de très belles choses en haute montagne. Maintenant, sur 3 semaines, on n'a aucune garantie. On a plus de garanties du côté de Kelderman ou même David Gaudu, qui a déjà montré sur la Vuelta, qu'il était capable d'être fort en 3e semaine, même s'il n'avait pas joué le général pendant toute la course. Donc ouais, alors sur le podium, honnêtement, j'en vois aucun des 3. Dans le top 5, ça me paraît aussi très compliqué, mais entre 5 et 10, potentiellement, avec un peu de réussite, ceux-là peuvent s'y retrouver. Toi, Quentin, j'ai cru comprendre que Ben O'Connor, tu le voyais bien dans le top 10. Par rapport à ce qu'il montre depuis le début de saison, il est quand même offensif. Donc, en plus, comme le dit Titouan, c'est pas forcément un candidat direct à un podium. Donc, il peut avoir une carte de sortie lors d'une étape, parce que de toute façon, ils pourront pas tout contrôler. Et alors, bon, vous, si vous deviez faire des pronostics pour la victoire et pour le podium, allez-y, mouillez-vous. Si vous me dites Pogačar ou Roglič, je n'accepte pas les réponses. Moi, je vais dire Primož Roglič ou Miguel André Lopez. Lopez, carrément. D'accord. Que tu vois vraiment Lopez. Parce que Lopez, en fait, il est arrivé sur le tard cette année. Il a repris très tard la compétition à cause du Covid notamment. Mais derrière, il a fait une préparation très bonne et qui lui a permis vraiment de monter en puissance. Il a commencé par le Tour de Romandie. Il est allé sur le Tour d'Andalousie, je crois, et puis ensuite il a fini là avec le Dauphiné. Donc voilà, il monte petit à petit de niveau. Il a été assez fort à la Plagne. Donc finalement, en fait, tous les voyants sont au vert pour lui. Sur le Tour de France, il y a quand même quelques belles étapes où il pourrait passer à l'attaque, surtout que c'est un coureur offensif. Alors il va perdre du temps dans les chronos, mais on sait jamais, parce qu'on se rappelle que l'année dernière, le col de la Lose, c'est lui qui l'emporte, c'est lui qui est le plus fort. Voilà, des ascensions comme à Tignes et puis les 2 dernières étapes dans les Pyrénées lui sont extrêmement favorables. Oui, mais en fait, il faudra qu'il prenne quand même, je pense, au moins 2 minutes 30 d'avance pour sauver son temps par rapport au chrono, en fait. Ouais, c'est possible. Mais il aura déjà du retard avec le premier.
Donc, Déjà, comme il aura du retard avec le premier, il sera peut-être moins surveillé par la suite, ce qui pourrait lui permettre de reprendre du temps. Et ensuite, on sait que les derniers chronos, hein, les chronos en fin de troisième semaine, c'est c'est sûr, c'est pas la que le niveau fraîcheur. en contre-la-montre qui compte, c'est aussi la fraîcheur. Et voilà, à ce jeu-là, il peut être très en forme et créer la surprise. Et comment tu vois le partage du leadership avec Henrik Mas, qui est quand même 5e du dernier tour? On sait que le partage du leadership chez Movistar, c'est toujours un thème assez fascinant. Comment ils vont se le disputer? Sur le Dauphiné, c'était assez clair, parce que En fait, Lopez, je pense que ce sera clair. Ce sera clair. En fait, Movistar va pas essayer de faire un train ou de contrôler la course. Donc à partir de là, Mas et Lopez vont être vus plutôt comme Carte deux chances blanche. potentielles, Ouais. voilà, d'atteindre leur objectif. Si Lopez attaque, Mas pourra suivre les autres et inversement. Surtout qu'on a vu que cette année, l'ambiance est nettement meilleure, même depuis l'année dernière, depuis le départ finalement de Quintana et Landa, l'ambiance est nettement meilleure à la Movistar. On a l'impression que là, l'équipe sur le Dauphiné, elle fonctionnait très bien. L'entente avec Valverde était aussi très bonne. Alors Valverde, lui, il ira sûrement pas au bout du Tour de France, mais voilà, l'entente est très bonne. Donc pour moi, Lopez et Mas vont bien s'entendre, même si c'était pas gagné au départ. Je pense qu'il y aura pas de souci à ce niveau-là. Et au contraire, ils peuvent être un atout l'un pour l'autre et se protéger mutuellement dans leur course au classement général. et alors, on parle de gros collectifs. Alors, autant chez Jumbo et chez UAE, il y a des gros collectifs, mais la hiérarchie est très claire, un leader unique. Chez Ineos, alors là, par contre, c'est un peu l'inconnu. Porte qui fait 3e l'année dernière, Thomas qui gagne en 2019, Carapaz qui semble au-dessus du lot sur toutes les courses à étapes qu'il fait. Qui sera leader? Comment ils vont gérer finalement la course? Est-ce qu'on peut voir comme le Tour 2019 un leader caché avec Bernal qui finalement s'en sort? Comment vous voyez la stratégie Ineos? Ben, Ineos, moi, il y a quand même, alors on dit qu'il n'y a pas forcément de stratégie établie, mais ils ont quand même une stratégie, c'est-à-dire que déjà celui qui porte le maillot, c'est clairement le leader et il ne va pas rouler pour les autres comme certaines équipes peuvent faire. C'est-à-dire que même si Porte prend de l'avance, je vois très bien Thomas et Carapaz rouler pour Porte. Et je ne pense pas que ça pose un problème chez les uns ou chez les autres. Et si Carapaz prend le jaune, eh ben, ce sera les autres qui rouleront. Mais je pense qu'à partir du moment où celui qui est le mieux classé, ils mettent en place une stratégie pour le défendre. Et de toute façon, ils le savent, c'est quand même un gros collectif, Ineos, mine de rien. Et d'ailleurs, bien plus collectif que les autres équipes au final. Je ne sais pas ce qu'en pense Titouan. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On parlait pas mal en fait en début de saison de leur changement de stratégie. Ils sont plus offensifs, etc. Mais notamment avec des coureurs comme Yates Oui, ou Bernal, voire même Carapaz. Mais là, en l'occurrence, avec la présence de Porte et Thomas, voilà, on risque de se diriger, s'ils ont le maillot, vers un contrôle en favorisant le coureur qui a le maillot. Par contre, et je suis pas sûr qu'ils aient le maillot après le contre-la-montre, parce que Roglic est souvent fort sur les contre-la-montre de début de course, et puis avec les arrivées pour Puncher, c'est sûrement Primož Roglic qui aura le maillot après la 5e étape. Par contre, ils peuvent faire comme à la Plagne, attaquer dans tous les sens. Richie Porte, on l'a vu attaquer à la Plagne, Thomas suivra les roues, Carapaz attaquera. Donc, exactement. ça va être difficile, et en fait, ce premier week-end en fait de montagne va nous donner le leader chez Ineos assez naturellement, je pense. De toute façon, en fait, à partir du moment où ils n'auront pas le maillot jaune, ça va attaquer dans tous les sens. Donc ça, c'est Possiblement, sûr. ouais. Par contre, dès qu'ils l'auront, par contre, c'est hiérarchie établie, terminée. Hiérarchie, train qui monte, tac. Voilà. Vous pensez que si Porte se retrouve avec le jaune en milieu de deuxième semaine, ce sera tout pour Porte? Oui. Ah oui, clairement. Puis de toute façon, tu mets Thomas au train, il monte très bien. Et puis en plus, il envoie du watt, donc il va contrôler la course, Porte dans la roue. Et au pire, tu auras Carapace qui sautera dans les roues pour contrôler le reste. Donc, pourquoi en fait jouer la carte d'un autre? C'est à partir du moment où Porte est maillot jaune et après les Alpes, ça veut dire que c'était le plus fort des trois. Donc à partir de là, autant jouer la carte du plus fort des trois. Maintenant, je suis pas certain que ce soit Richie Porte premier des Ineos. Non, mais il fait. Alors du coup, ce sera qui? Il fait une belle prestation quand même au Dauphiné. Attention, c'est pas. Ouais, non, honnêtement, qui sera premier après les Alpes, j'en ai aucune idée. Des trois, c'est vraiment difficile à dire. Et sur le podium? Déjà sur le podium, la logique voudrait que ce soit Pogačar et Roglic qui aient les 2 premières places. Oui. Moi, au départ, avant ce Dauphiné, j'aurais mis Geraint Thomas.
avec les 2 chronos qu'il y a et puis le Tour de France qui lui correspond plutôt bien. Mais là, j'en suis plus trop sûr. Comme je disais, moi, je mettrais peut-être finalement un Lopez. En fait, je sais pas pourquoi je mettrais bien Pogačar en dehors du podium. Alors, vous allez me dire, je suis un peu fou. Je mettrais bien Roglic, Lopez et puis un Ineos sur le podium. Et je sais pas pourquoi Pogačar me dit, ouais. je sais pas. Ouais, pareil. Pogačar, moi, je me dis, bon, allez. Quand même d'un mec qui roule sur l'autre depuis le début de la saison, qui gagne tout ce qu'il joue. C'est quasi le plus fort. C'est juste un vrai. sentiment que j'ai. Je dis pas qu'il va pas gagner le Tour de France. Loin de là. Si on regarde, on l'a mis avec 4 étoiles avec Roglic. Pour nous, c'est le grand favori. C'est le tenant du titre. Mais c'est juste un sentiment que j'ai, tu vois, qui peut être un peu stupide, mais voilà, j'ai ce sentiment que ça va pas, je sais pas, ça va pas. Allez, pour terminer là-dessus, votre prono pour le vainqueur. Bah, Primož Roglic. Moi, je mets ma petite pièce sur Carapaz. Je le sens très bien, Carapaz. Bah, moi, je mettrais Roglic pour Titouan. Moi, je mettrais Roglic aussi. J'aimerais bien que ça soit lui, d'ailleurs. Vous mouillez pas beaucoup, hein. Mais ce serait une sacrée perf pour Roglic qui, rappelons-le, gagne 2 fois la Volta et c'est sa progression logique de remporter le Tour de France. Est-ce que Alaphilippe peut jouer le général du Tour cette année? Oui. Oui. Oui, clairement. C'est assez unanime. De là à gagner le Tour de France, j'y crois pas trop. Est-ce que maintenant il va pas tout tenter pour faire un bon général? Je pense que oui. Quand on voit les 2 premières étapes, ce sera lui le grand favori. Donc à partir de là, il peut prendre déjà du temps, des bonifications, de l'avance. On sait qu'il marche bien sur les chronos, donc finalement il peut très bien se retrouver avec le maillot jaune au bout de la 5e journée en ayant pris 20 secondes avant de bonif. Il descend très bien. Il descend très bien. S'il y a des bordures, on peut faire confiance à l'équipe de Koenig pour bien le placer, même pour créer la bordure en elle-même. Comme le dit Quentin, c'est un excellent descendeur. On a vu qu'il y avait plusieurs étapes, quand on a fait la vidéo sur le parcours, plusieurs étapes qui arrivaient en descente. L'étape qui arrive au Grand Bornand, l'arrivée à Andorre. Voilà, il y a l'étape du Mont Ventoux. Même s'il se fait lâcher dans le Mont Ventoux, il peut essayer de revenir dans la descente. Donc voilà, il y a tout ça finalement qui fait que Alaphilippe a un parcours assez taillé pour lui, à part les 2 dernières étapes dans les Pyrénées qui vont être vraiment dures et qui peuvent être sa limite, clairement. Peut-être, mais en tout cas, il se prépare pour ça. Il va pas au JO. On sait que son pic de forme, il est quand même programmé par là. On ne sait pas précisément, mais c'est programmé par là. Et sur des grands jours, il peut suivre les autres ou limiter la casse. Et alors, côté français, il y a d'autres. On a 2 autres, voire 3 autres Français qui peuvent jouer les maillots distinctifs et qui peuvent jouer un grand rôle. On a parlé très rapidement de David Gaudu qui pouvait jouer un rôle soit au général, soit le maillot à pois, soit le maillot de meilleur jeune. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Bon, le maillot de meilleur jeune, ça paraît compliqué avec Pogačar. Maintenant, si Pogačar abandonne, oui, clairement, il sera en duel avec Henrik. Non, même Mats n'y est plus. Clairement, il sera un candidat dans ce cas-là pour le maillot blanc. Tout dépend de Pogačar, en fait. Voilà. Si Pogačar est là jusqu'au bout, bon bah. Est-ce que c'est son objectif? Est-ce que c'est son objectif à Gaudu? Je pense qu'il a préféré claquer une étape que. C'était le grand débat qu'on a eu, justement. Il disait vouloir jouer le classement général, quand même, j'ai l'impression. Donc, à partir de là, si tu joues le classement général, tu joues le maillot blanc. Hein. Ouais, mais j'ai peur qu'il soit limité. Il est très bon sur les pentes très raides et plutôt courtes. Et c'est vrai que sur les montées plus longues, je le trouve un peu plus en difficulté. Et vu le gratin qu'il y a, ça peut. Je sais pas si le général, c'est vraiment trop. Enfin, c'est pas trop ambitieux. S'il veut essayer, clairement, c'est cette année. Donc voilà, qu'il essaye, c'est le mieux. Maintenant, on va parler des jeunes à suivre. On l'a fait sur le Giro, où là, on avait une panoplie, une liste de noms super longue. Maintenant, sur ce tour, ça a l'air un peu plus compliqué, un peu plus restreint. Et surtout, quand on voit les noms qu'on a listés, c'est déjà des coureurs très confirmés. Pogačar et Gaudu, j'en parle pas. Qu'est-ce que tu en penses, Titouan, des jeunes à suivre sur ce tour? Ouais, bah comme tu l'as dit, en fait, sur le Tour de France, l'expérience vaut mieux que la jeunesse. On voit que les équipes alignent souvent des équipes expérimentées. Je suis pas convaincu que ce soit forcément une bonne solution, mais en tout cas, c'est ce que les équipes font. Du coup, on se retrouve avec un plateau pas plus faible, mais moins quantitatif, on va dire. Moi, il y a quelques coureurs que j'aimerais suivre. Pour une victoire d'étape, j'ai envie de miser sur Lucas Hamilton. Enfin, pas forcément pour une victoire d'étape, mais pour jouer le classement général, Lucas Hamilton. Voilà, c'est vraiment un nom à suivre. Il monte en puissance. Il y a un portrait que vous allez retrouver très bientôt sur Vélo Futé. J'aimerais aussi parler de Stannard, Robert Stannard. On a aussi portrait déjà écrit. Ouais, portrait déjà écrit.
parce qu'on pensait justement le voir peut-être jouer dans les échappées et pourquoi pas gagner une étape. Pareil, s'il y avait un prono à tenter, je dirais Stannard. Voilà, j'espère que je serai autant en réussite que l'année dernière où j'avais pronostiqué Kamna, Hirschi et Kamna, oui, et c'était pas Krag trop mal. Andersen et Søren Kragh Andersen. Ça avait fait du 4 victoires d'étape. Voilà, là aujourd'hui, si je devais choisir, je dirais Paré-Peintre, Stannard et pourquoi pas Bissiger s'il s'y aligne. Super. Toi, Quentin, est-ce qu'il y a un de ces jeunes que tu aimerais mettre en avant et sur lequel tu aimerais t'attarder un petit peu? Je sais que McNulty, c'est pas ton copain, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui t'inspirent? Non, mais je suis assez d'accord avec Titouan, peut-être un peu plus mesuré sur Stannard par rapport à aux capacités qu'il a par rapport aux résultats qu'il a obtenus. Moi, je vais rester français, hein, je vais faire un peu comme toi, Romain, franchouillard. Benoît Cosnefroy, pourquoi? Parce que déjà, il y a les 2 premières étapes qui sont à son avantage, une arrivée en bosse. Là, les derniers résultats qu'il a eu, je crois qu'il finit 2e, même il va en claquer une sur des arrivées un peu similaires. Si les favoris, si les favoris se regardent, lui, il peut y aller. Hein. Il peut y aller. D'ailleurs, ça pourrait être une belle surprise parce que s'il gagne la première ou la deuxième, il peut même être maillot jaune. Je le vois bien faire quelque chose. Ouais. Et faire une Villarmoz un peu. Ouais, faire une Villarmoz. Puis en plus, mine de rien, il est frais puisqu'il a été blessé à son genou en début de saison. Donc, le fait d'avoir une blessure pas trop importante, les mecs, ils arrivent, ils sont hyper frais, ils sont pas trop regardés. Donc, oui, je vois bien Cosnefroy remporter quelque chose. Et alors, un autre coureur dont j'aimerais parler qui est dans cette liste, on en avait déjà parlé l'année dernière, on en attendait peut-être sûrement trop de lui. Higuita, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui sur ce Tour 2021? Higuita, c'est plus un puncher aussi, hein, donc plus un puncher qu'un grimpeur. On voit que sur le Tour d'Italie, il trouve ses limites dans la montagne. Oui, il peut sur une arrivée un peu cabossée sortir à la giclette parce qu'il est rapide, parce qu'il est petit, parce qu'il sera moins surveillé que les autres, un petit peu comme Cosnefroy et encore même moins. Il peut aller chercher quelque chose. Après, je le vois pas progresser depuis 2 ans, Higuita. Non, il a fait une super arrivée dans le monde pro. Il a tout de suite signé chez IF, mais depuis, il stagne énormément. Il régresse même. Il régresse. Il régresse. Finalement, c'est peut-être un coureur qu'on pourrait prendre plaisir à suivre dans la lutte pour le classement du maillot à pois. Si seulement cette année, il y avait enfin une belle lutte. Voilà, Higuita pourrait être un des concurrents et pourquoi pas aussi remporter une victoire d'étape. Parce que malgré tout, il a des super qualités. Il y a 2-3 étapes un peu pas de transition, mais vallonnées et pas trop montagneuses, où le peloton risque de pas tenter la victoire d'étape et donc où les échappés auront une grande chance. On va retrouver un groupe sûrement d'une 20aine de coureurs et à partir de là, Higuita, voilà, s'il est dedans, il aura sa carte à jouer au même titre que pourquoi pas Valentin Madouas. Super. Voilà, nous avons bien décrypté les jeunes à suivre sur ce Tour de France 2021. Je pense que vous avez toutes les clés pour apprécier le Tour d'un nouvel angle et puis surtout faire attention à des coureurs que vous ne connaissiez pas forcément ou auxquels vous n'aviez pas encore forcément pensé. Donc merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième format vidéo consacré au Tour de France. À la prochaine pour la Vuelta à Espagne. Salut les gars. Ciao. Salut.